Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. On a commémoré, à la fin de l'année dernière, début décembre, le 120e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une autorité absolument en la matière, Jean Bobéro-Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir pour ce livre, cette synthèse qui est parue il n'y a pas longtemps aux presses universitaires de France et qui s'appelle 1882-1905 ou la laïcité victorieuse. Voilà. Retour historique sur ces 23 années absolument fondatrices en matière de laïcité. Mais je vais quand même... malgré tout, vous présenter rapidement. Vous êtes un sociologue et historien des religions et de la laïcité, mais au départ, vous aviez une chaire d'histoire et de sociologie du protestantisme à l'école pratique des hautes études. Et vous avez notamment travaillé aussi sur l'anti-protestantisme, puisqu'on a souvent oublié que l'une des bêtes noires de l'extrême droite des Maurrassiens, de l'Action française, c'était les protestants, pas seulement les juifs, et même si l'intensité de l'animosité à leur égard n'a pas été aussi vive, ça a été protestants, juifs et métèques, entre guillemets. Un phénomène important, c'est ça. Les quatre États confédérés voilà. auxquels s'attaquait Maurras. Alors oui, c'est ça. Il y avait protestants, juifs, métèques et francs-maçons. C'est ça, les quatre États confédérés, qui étaient la bête noire de Maurras. Et bon, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, même si, évidemment, certains se prétendent pro-juifs sous prétexte qu'ils défendent Netanyahou et Israël. Et d'ailleurs, on pourra peut-être y revenir, il y a... Des entorses assez étonnantes aux principes généraux de laïcité intégriste, puisqu'il a pu être question d'un fondamentalisme ou d'un intégrisme de la laïcité républicaine à la française ces dernières décennies, concernant le judaïsme, ou la judéité, peut-être qu'on pourra évoquer ce retournement. Des retournements, ou en tout cas des évolutions radicales des idées, des notions, des mots en matière de laïcité et de religion. En France, il y en a eu beaucoup, justement, depuis cette période. Et vous vous attachez, justement, à étudier cela, à analyser cela. Quelques mots, quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours à propos de votre parcours. Vous avez changé d'intitulé de chaire, ça c'est très intéressant, l'école pratique des hautes études, et vous êtes passé de l'histoire et de la sociologie du protestantisme à l'histoire et la sociologie de la laïcité au début des années 90. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai démissionné de ma chaire d'histoire et sociologie du protestantisme et j'ai eu un successeur qui était Jean-Paul Villem et j'ai candidaté à une nouvelle chaire qui était créée à ce moment-là, qui était la chaire Histoire et sociologie de la laïcité. Alors j'avais fondé 2 ans auparavant, en 1988, ce qu'on appelle une jeune équipe en termes techniques, Histoire et sociologie de la laïcité. C'était encore l'idée des 2 écoles, école laïque, école privée, etc. Et puis en 89, donc 1 an après la création de cette jeune équipe, il y a eu la première affaire de Foulard, l'affaire de Creil. Et ça fait prendre conscience au pouvoir public qu'il manquait de savoir sur le sujet, puisqu'ils étaient très surpris par l'ampleur de cette affaire. Et donc, il y a eu la création de cette chaire Histoire et sociologie de la laïcité. J'ai candidaté à cette chaire et j'ai été élu. Mais il n'y a pas eu de transfert de chaire. J'ai eu un successeur au niveau du protestantisme. D'accord. Vous êtes donc d'abord un chercheur, un scientifique. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et des articles encore plus nombreux sur toutes les questions de religion, société, laïcité. Entre autres, d'ailleurs, j'en profite pour signaler ces 2 que sais-je. Vous dites dans la synthèse dont on va parler aujourd'hui, puisqu'à la fin, il y a un petit retour sur votre parcours, que vous appréciez particulièrement cette collection parce que, dites-vous, elle oblige à être synthétique, simple, à s'adresser au plus grand nombre. C'est un peu l'idée aussi des émissions de la Grande Hache, tout en restant exigeant. Et puis, en plus, il y a des rééditions régulières et ça vous permet de mettre à jour votre pensée et les connaissances. D'une part, une histoire de la laïcité en France, donc, et puis une autre,
histoire des laïcités dans le monde, puisque la perspective comparatiste a toujours été importante. Voilà, tout dans à votre fait, démarche. pour ne pas être englué dans les débats franco-français et pouvoir envisager les choses à un niveau international et mondial. Oui. Et puis on a toujours aussi la conviction, peut-être un peu narcissique, de l'exceptionnalisme absolu de la France en matière de laïcité, alors que vous relativisez beaucoup ça. Il faut relativiser. Si on parle de la laïcité réelle, elle n'est même des fois en retard sur d'autres pays, comme on le voit actuellement, puisqu'on n'arrive pas à faire une loi sur la fin de vie, alors que d'autres pays l'ont déjà faite, et que, évidemment, lutte contre le suicide assisté et l'euthanasie des autorités religieuses. Et oui, c'est sous-tendu en réalité par ce type de perspective religieuse, la prégnance encore des perspectives religieuses. Autre livre que je voulais signaler, ce débat âpre avec Nathalie Anish sur les déchirements de la laïcité. C'est le titre de ce petit ouvrage, parce que, évidemment, on l'a tous à l'esprit, ces questions sont éminemment politiques et même polémiques, controversées en France, tout particulièrement depuis la fin des années 80, vous mentionnez 1989, depuis aussi le début des années 2000, donc avec le regain des débats et des déchirements autour du voile musulman des jeunes filles à l'école, puisque c'était ça qui avait focalisé et qui focalise toujours l'attention. Vous êtes non seulement un savant, mais vous êtes aussi quelqu'un qui est toujours intervenu dans la vie publique et qui s'est engagé. Et ça, c'est un élément qui nous intéresse tout particulièrement à la Grande Hache, ces va-et-vient, finalement, entre la vie sociale, la vie politique et le savoir. Alors, vous aviez toujours eu un investissement politique. Vous vous rappelez que vous avez écrit à l'occasion des discours pour 3 présidents de la République différents. Oui, tout à fait. Si je me souviens bien, la première fois, c'était pour François Mitterrand, mais c'était bien avant qu'il soit président de la République, au début des années 70. Oui, pour François Mitterrand, effectivement. J'ai aussi écrit un discours pour Jacques Chirac et un discours pour Emmanuel Macron à ses débuts de président de la République. Depuis, on s'est un peu éloigné. Vous êtes intervenu très souvent, sans craindre de prendre des positions très affirmées. En 2003-2004, vous avez été membre de la fameuse commission Stasi, dont on a retenu malheureusement que la proposition qui a donné une loi d'interdire les signes ostentatoires, les signes religieux ostentatoires, et c'était évidemment tourné contre le port du voile islamique. Vous avez été le seul membre de cette commission à ne pas voter en faveur de cette proposition. Oui, parce que j'ai pensé que l'école s'engageait dans une voie un peu sans issue et que après le voile, ça serait d'autres vêtements religieux qui seraient jugés non conformes et qu'il y avait une sorte de volonté de purification laïque, disons, du religieux qui était elle-même para-religieuse, si vous voulez. Quand la laïcité ne devient plus la liberté de conscience, mais une sorte de purification laïque de l'espace, on est dans une laïcité religion civile, pour moi, en disant les choses un peu rapidement. Et donc, je craignais que ça soit le début d'un engrenage, et il me semble que la suite m'a pas donné tort. Et vous avez accompagné ces développements, ces combats, et vous avez pris des coups aussi de la part de ces partisans de plus en plus influents de ce que vous désignez comme finalement un intégrisme de la laïcité. Cet intégrisme aussi qui renvoie, qui brandit, vous l'avez souligné, les valeurs de la République, une notion qui vous paraît aussi éventuellement poser problème. Vous avez suggéré qu'il pouvait surtout s'agir en réalité derrière cela de valeurs identitaires françaises, au fond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi on ne parle pas des valeurs de la démocratie, comme si, par exemple, nos voisins belges et nos voisins espagnols, sous prétexte qu'ils sont dans des monarchies constitutionnelles, n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Donc, si on parlait des valeurs de la démocratie, ce serait, à mon avis, beaucoup plus universaliste, tandis que les valeurs de la République, c'est sous-entendu la République française, c'est pas la République italienne, et encore moins la République américaine. Donc, c'est une manière d'être identitaire, tout en se voulant souvent de gauche, mais en fait de privilégier une laïcité identitaire qui fait le jeu de la droite. Et d'ailleurs, on voit bien comment, finalement, la droite, du coup, s'empare du terme de laïcité et
devient hégémonique dans l'emploi de ce terme. Et une certaine gauche lui court après, au lieu de développer la conception qui a été la conception des pères fondateurs de la laïcité, déjà Jules Ferry, et encore plus Aristide Briand et Jean Jaurès. Vous avez pris position, par exemple, après 2004, en 2008, quand ce retournement autour de la laïcité, des usages de la laïcité, c'est encore plus affirmé avec les discours de Nicolas Sarkozy, volontairement provocateurs peut-être, au Vatican, puis à Riyad aussi. Hein. Oui, et alors, d'une part, il a fait ces discours de, disons, qui sont une sorte de catho-laïcité, où le catholicisme est mis un peu comme justement religion civile à la française. Mais aussi, il a fait quelque chose là, que je lui ai très vivement reproché, qui a été de supprimer la HALD, l'institution qui combattait contre les discriminations et pour l'égalité. Et il a confié le dossier laïcité au Haut Conseil à l'intégration. Et là, ça signifiait très clairement que pour lui, la laïcité, c'était bon pour les immigrés, pour les descendants d'immigrés, mais c'était pas l'égale liberté de conscience de tous les Françaises et de tous les Français. Bon. Et le Haut Conseil à l'intégration, d'ailleurs, n'était pas compétent. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a fait un historique de 3 pages et demie sur l'histoire de la laïcité. Et dans cet historique de 3 pages et demie, il y avait 11 erreurs factuelles. Bon. Donc, mais de toute façon, compétent ou pas, il n'était pas légitime à parler de cette question. Là, il y a vraiment eu quelque chose qui, après, a été quand même remis sur ses rails avec l'Observatoire de la laïcité, dirigé par Jean-Louis Bianco. Mais malheureusement, l'Observatoire de la laïcité a été supprimé en 2021. Après des années et des années de campagne contre lui, il faut bien le dire. Oui, c'est ça. De la part des néo-laïcs. Voilà, il a dû subir des attaques, justement, des gens défendant en fait une laïcité identitaire, comme Manuel Valls, par exemple. Bon. Et donc, finalement, il a été supprimé. Et Jean-Louis Bianco a continué en créant la Vigie de la laïcité, qui est une association, loi de 1901, qui a pris un peu la suite de l'Observatoire, comme à la fois élément de réflexion et de savoir, et mise à disposition de ce savoir sur la laïcité. Et puis, en même temps, justement, indiquer ce que la laïcité n'est pas et les mésusages qui sont faits de la laïcité par la droite et l'extrême droite. Parce que l'extrême droite s'est emparée du thème de la laïcité. Mais justement, à partir du moment où on a une laïcité identitaire, eh bien, le bouquet final, c'est d'ethniciser la laïcité. L'ethniciser, oui. Ce qui est quand même tout à fait contraire à son état d'esprit d'origine, oui, ce qu'elle a voulu faire, puisqu'elle a voulu pouvoir mettre toutes les Françaises et tous les Français dans un état d'égale liberté de conscience, et donc de respecter toutes les croyances. D'ailleurs, la Constitution de la République elle-même dit la République est laïque, elle respecte toutes les croyances. Les gens souvent ignorent cette suite, disons, mais le même article qui dit que la République est laïque dit que, évidemment, elle ne fait pas de distinction entre ses citoyens selon leur religion, et l'article se termine en disant elle respecte toutes les croyances. On pourra peut-être revenir dans la dernière partie de notre discussion sur cet enrôlement finalement crypto-raciste de la laïcité ethnicisée, comme vous le dites, hein, ce qui revient un peu à vous-même. Et effectivement, le moment Sarkozy a été important, ce que vous rappeliez à propos de la HALD. Finalement, ça va de pair avec sa création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, qui connectait, un peu comme là, la laïcité se retrouvait connectée à la question de l'immigration, qui connectait l'identité nationale à l'immigration. Voilà, tout à fait. Cette vigie laïcité, pour terminer là-dessus, je signale qu'on avait reçu l'un de ses cofondateurs, Nicolas Cadenne, il y a quelque temps, et qu'elle est présidée par une de vos élèves, Valentine. Une ancienne élève, maintenant elle est professeure. Ancienne élève, bien sûr, Valentine Zuber. Alors, ce livre, donc, 1882-1905, je le disais, c'est une synthèse qui revient sur un peu plus de 2 décennies absolument fondatrices.
Vous évoquez le processus historique de développement de la laïcité en France en utilisant la notion de seuil de laïcité. Peut-être qu'on peut commencer par là. Et vous dites qu'il y en a eu 3, et puis on est passé à une nouvelle phase aujourd'hui sur laquelle on reviendra plus tard. C'est le deuxième seuil de laïcisation qui est crucial ici, mais on peut peut-être d'abord revenir sur le premier, sur la Révolution française. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il a fallu historiciser la notion de laïcité parce que elle était un peu perçue comme intemporelle. Il y a la laïcité, point barre. Et donc, bon, moi, j'ai voulu historiciser la notion, c'est-à-dire que comme un historien fait ce qu'on appelle de la périodisation. C'est-à-dire qu'il essaye de dégager dans l'évolution du temps des grandes périodes où il y a des reconfigurations. Bon. Et moi, alors d'abord, j'ai fait 2 seuils parce que quand j'ai fait ça, on était dans les années 70-80. Et puis après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un 3e seuil qui s'était élaboré des années 60 avec la décolonisation, avec mai 68 mettant en cause toutes les institutions et les années 80, et notamment la fin des années 80 avec le bicentenaire de la Révolution française et puis la première affaire de Foula. Et donc ces événements-là élaborer un 3e seuil de laïcisation. Mais bon, on va revenir au premier. Donc le moment fondateur, c'est la Révolution française. Et la Révolution française, bon, on pourrait faire plusieurs émissions du Grand H sur la Révolution française, mais pour notre sujet, ce qu'il faut retenir, c'est une ambivalence fondamentale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle combat le catholicisme et elle s'établit contre le catholicisme parce que le catholicisme est étroitement lié à la monarchie absolue. Il y a une légitimation du religieux par le politique, mais il y a aussi une légitimation du politique par le religieux. Le roi est sacré et c'est son sacre qui établit sa véritable légitimité. Donc, tant qu'il n'est pas sacré... il n'est pas légitime, donc c'est vraiment le religieux qui donne de la légitimité politique. Et puis le religieux est ce qu'on appelle une institution englobante, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, si vous êtes malade et que le médecin ne vous annonce pas que vous allez bientôt mourir, et que vous mourrez donc sans recevoir les derniers sacrements de l'Église catholique, le médecin a une amende. En cas de récidive, il est mis en prison. Donc, il faut que le médecin annonce à son malade qu'il va bientôt mourir, bon, ce qui est évidemment tout à fait contraire à l'opinion spontanée des médecins qui sont tournés vers la guérison et donc qui ont tendance à justement jamais dire aux malades que sa fin approche. Bon. Parce qu'ils ne recherchent pas les mêmes buts, au fond. Parce qu'ils ne recherchent pas les mêmes buts. Qui est le salut de l'âme. Voilà, c'est ça. Donc, il s'agit de savoir si la mort... et le passage dans l'au-delà, et dans ce cas-là, effectivement, c'est les derniers sacrements donnés par le prêtre qui sont importants. Et c'est pas parce qu'on vit un peu plus vieux qu'on est mort moins longtemps. Et ce qui est important, c'est l'éternité dans l'au-delà. Bon. Ou alors, la mort, c'est la fin de la vie à retarder. Et donc là, évidemment, les soins médicaux sont très importants. Mais justement, le premier seuil de laïcisation va être ce transfert entre la vision de la mort comme passage de l'au-delà à la vision de la mort comme fin de vie à retarder. Bon. Donc voilà, la Révolution française est obligée de se positionner contre le catholicisme. Mais en même temps, elle va imiter le catholicisme. C'est-à-dire que elle ne va pas résoudre ce problème de la légitimité. Elle va s'auto-légitimer religieusement. Et ça donne d'ailleurs chez Robespierre, par exemple, le culte de l'être suprême, où il est dit officiellement que la France croit en l'être suprême. Donc, il n'y a pas seulement les droits de l'homme, la proclamation des droits de l'homme, il y a aussi tout un environnement religieux. C'est le culte de l'être suprême chez Robespierre. Chez d'autres, c'est le culte de la raison, la déesse raison, la déesse liberté. Bon.
Les Lumières n'étaient pas anti-religieuses, elles étaient convaincues, même celles qui étaient radicales comme Rousseau, elles étaient convaincues qu'il y avait la nécessité de parler, en tout cas d'avoir une idée d'un sens général à l'existence et à la société. Rousseau est le père de la notion de religion civile. Et en fait, justement, la Révolution applique la notion de religion civile de Rousseau. Alors, soit de manière théiste, le culte de l'être suprême, etc., soit en s'auto-sacralisant. Hein. Et quand on fait le culte de la déesse raison, on n'est plus dans la rationalité. Quand on fait le culte de la déesse liberté, on n'est forcément plus dans la liberté, puisqu'on absolutise une certaine conception de la liberté. Bon. Donc, et puis, alors, du coup, si vous voulez, ça aboutit à des conséquences très concrètes, c'est-à-dire que il n'y a pas de père fondateur consensuel dans la Révolution. Les révolutionnaires s'entretuent, ils s'auto-guillotinent. Bon. Il y a même, et c'est très intéressant pour notre sujet, Mirabeau et Marat qui sont panthéonisés, et puis alors le Panthéon comme temple de la République, hein, là on est bien dans le para-religieux, et puis qui après sont dépanthéonisés. Bon. Donc, quand le régime change. Oui. Voilà, donc il y a cette effervescence religieuse, si vous voulez, qui reste au fondement de la Révolution française, si bien que la Révolution française n'arrive pas à établir la laïcité. Mais elle établit quand même une mesure qui va être tout à fait fondamentale et irréversible, qui est à la fois la création de l'état civil, qui est retiré au curé, et la création du mariage civil. Ça veut dire que le sacrement, puisqu'on parlait des derniers sacrements pour la mort, mais pour le mariage, c'était un sacrement de l'Église catholique. Puis la naissance, c'était le baptême aussi. Et voilà, et donc on peut fonder une famille, c'est-à-dire se reproduire sexuellement, et donc c'est fondamental, puisque l'humanité n'existerait pas sans la reproduction sexuelle, sans que ça soit sous le sacrement du prêtre. Bon. Donc il y a une laïcisation à la fois de la mort, puisque l'état civil et le constat des décès va être confié justement aux médecins, et une laïcisation de la naissance et de la reproduction physique, physiologique. Bon. Donc ça, ce sont des mesures finalement qui, en dépit de cet environnement para-religieux de la Révolution française, sont des mesures laïques qui vont être irréversibles. La Restauration va essayer de revenir, mais elle ne va pas réussir à revenir là-dessus. Et c'est important parce que, finalement, ce qui compte dans une révolution, c'est ce qui subsiste quand la révolution est terminée. Et de ce point de vue-là, Bonaparte, l'Empire, c'est très important. Voilà. Alors, Bonaparte, il trie de manière autoritaire, si vous voulez, dans l'héritage de la Révolution. Donc, ce qui garde comme héritage de la Révolution, c'est le fait que la religion n'est plus cette institution englobante, n'est plus cette institution dont le politique a besoin pour se sacraliser. Alors, c'est très intéressant parce que Napoléon se fait sacrer, mais il prend la couronne des mains du pape et il se la met sur la tête. Autrement dit, il signifie que c'est le politique lui-même qui se légitime. Mais il exige que le pape soit présent. Le pape est présent, mais le pape est présent comme caution. Pour reconnaître. Et non pas comme légitimation surplombante, disons. Puisqu'il lui arrache la couronne des mains et il se la met lui-même sur la tête. Mais alors vous savez que cette problématique, elle est très ancienne en réalité, puisque quand Charlemagne est sacré empereur d'Occident en 800, on a deux versions de la cérémonie. Il y a celle racontée par les clercs de l'entourage du pape qui disent que c'est le pape qui lui met la couronne sur la tête, et il y a celle de l'entourage de Charlemagne qui dit que c'est Charlemagne qui se l'évise lui-même. Donc en fait, c'est une question, bien sûr, elle se pose dans d'autres termes au début de l'Empire, mais de Bonaparte, mais néanmoins, on peut voir qu'on reste dans cette dialectique. C'est très intéressant parce que justement, vous disiez que j'étais à la fois sociologue des religions et de la laïcité. Effectivement, moi, ce qui m'a passionné, si vous voulez, c'est la circulation des sacralités entre le politique et le religieux.
hein. Alors ça vient, c'est fondamental dans la naissance même de la sociologie française. C'est Durkheim qui explique justement que le sacré, c'est ce qui est considéré comme séparé, intouchable, ce qui est vénéré, et que le sacré n'est pas seulement religieux, mais qu'il y a aussi un sacré politique qui, pour lui, est à la fois le sacré des droits de l'homme, le sacré de l'école laïque, etc., etc. Il a bien vu cette dissociation. Il arrive. Alors, chez lui, c'est plus normatif que réflexif, c'est sa limite, mais c'est fondamental, justement, et pour moi, une sociologie de la laïcité s'élabore à la fois à proximité, mais aussi à distance de la sociologie de la religion, puisqu'elle prend fondamentalement en compte que la sacralisation, les sacralités, le sacré, c'est pas seulement un phénomène religieux. On peut dire que le religieux est un concentré de sacré, mais qu'il y a du sacré hors du religieux, et que si on loupe ça, eh bien on loupe par exemple d'analyse du stalinisme ou de phénomènes très contemporains. Et quand on étudie, comme c'est mon cas, les liens entre le religieux et le politique au Moyen-Âge, il y a quand même un moment décisif qui est celui du début de la sécularisation. Et cette sécularisation, c'est-à-dire cette première prise d'autonomie des autorités politiques par rapport à l'Église, par rapport à Rome, à l'Église romaine, pour ce qui est de l'Occident latin, elle ne va pas du tout de pair avec une désacralisation. Bien au contraire. L'État prend son essor à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne parce qu'il se sacralise, parce qu'il s'approprie toute une série d'éléments qui viennent en réalité de l'Église romaine. Oui. Mais alors, donc, jusqu'à la Révolution, il n'arrive pas à produire ses propres institutions, si vous voulez. C'est l'exemple que j'ai donné avec la médecine. Il y a une institution médicale embryonnaire, mais elle est subordonnée à l'institution religieuse. Et encore en 1767, il y a vaccination contre la variole. Eh bien, la faculté théologique de Paris doit donner son aval pour autoriser la vaccination. Donc on voit bien que la religion reste l'institution englobante. Et ce qui est nouveau, si vous voulez, avec le premier seuil de laïcisation, c'est pas effectivement que le fait que le politique essaye de s'émanciper lui-même pour fonder sa propre légitimité, comme vous le dites très bien, ça a été une constante un peu du politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de la lutte entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Ouais, tout à fait. Mais c'est le fait que justement la religion cesse d'être un pouvoir pour devenir progressivement une autorité. Et l'autorité, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ne s'impose pas de manière coercitive, si vous voulez. L'autorité, ça demande à être volontairement reconnue. Tandis que le pouvoir, ça s'impose. Et donc là, avec le premier seuil et alors, par exemple, l'institution de l'exercice illégal de la médecine qui se fait en 1803, à un moment où les médecins ne guérissent pas plus que les charlatans. Et la meilleure preuve, c'est qu'alors que l'Angleterre est en avance sur le plan technique, sur le plan scientifique de la France, l'Angleterre ne fera l'exercice illégal de la médecine que 50 ans plus tard, quand vraiment il y aura eu un décollage scientifique de la médecine. La France le fait avant le décollage scientifique parce que le politique crée sa propre institution et en lui donnant justement le rôle dans l'état civil de constater les décès, ce qui est évidemment fondamental. Et de même, Bonaparte crée l'université qui et pas seulement l'enseignement supérieur, mais aussi l'enseignement secondaire, les lycées. Les lycées ont beaucoup plus d'importance en France qu'en Grande-Bretagne. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est l'université, Oxford, Cambridge, etc., qui est important. Avec l'Empire, les lycées vont être pour la formation de cadres pour l'État, ça va être fondamental. Institution autonome. Et pas encore l'enseignement primaire, parce que là, on n'en est pas encore là, et ça reste... Et justement, tout le conflit du premier seuil, ça va être notamment que l'enseignement scolaire reste sous la coupe de l'Église catholique, alors que... ça, c'est pas mis en cause, à ce moment-là. Donc, que l'État n'arrive pas à créer une institution scolaire complète. Parce que, bien sûr, il n'en a pas les moyens au début du 19e siècle. Mais plus on avance dans le siècle, plus l'instituteur, qui est considéré comme le second du curé, par exemple, il peut lui servir d'aide pour les enterrements, etc. L'instituteur prend conscience de son rôle social
de son importance et veut s'affranchir évidemment de sa tutelle du curé. Et on arrive donc avec Jules Ferry évidemment à la laïcisation de l'école publique qui, elle, va commencer à basculer dans le second seuil de laïcisation. C'est justement sur ce point que va commencer le second seuil. Mais pour en terminer avec le premier, à vous écouter, on a le sentiment que finalement, il y a une base sociale et un arrière-plan assez fortement anticlérical au régime napoléonien de l'Empire issu de la Révolution française, cette bourgeoisie voltairienne qui est derrière finalement ce mouvement de l'État qui consiste à prendre toute une série d'attributions, à les prendre à l'Église, mais les régimes qui vont se succéder, même après la Restauration, jusqu'au Second Empire, vont au plan des mœurs, considérer, et au plan plus largement, disons, de la vie politique, que l'Église doit garder une place très importante. Ils vont rester alliés à l'Église, en fait, ces régimes-là, la monarchie, je pense à la monarchie de Juillet et au Second Empire. Oui, alors, si vous voulez, il y a l'idée que la morale doit avoir un fondement religieux. C'est ça qui reste, si vous voulez. Et que l'État doit et que l'État doit à la fois protéger et officialiser la religion, mais aussi la surveiller, hein, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a cette ce double facteur de protéger et officialiser la religion, mais aussi la contrôler, la surveiller étroitement, etc. Et c'est la loi de séparation va supprimer l'officialisation, mais elle va supprimer aussi cette surveillance. Bon, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Bon. Et donc elle fait ce double mouvement parce que la morale doit avoir un fondement religieux. Portalis, qui est le conseiller de Bonaparte et Napoléon pour les affaires religieuses, dit: une morale sans religion serait comme une justice sans tribunaux. Autrement dit, en menaçant, disons, de l'enfer les gens qui se conduisent mal et en promettant le paradis à ceux qui se conduisent bien, la religion permet de supprimer, si vous voulez, quelque chose qui est démoralisant dans les deux sens du terme. Qui est le fait qu'il y a de sacrés chenapans qui sont riches et en bonne santé, et il y a des gens tout à fait moraux qui sont pauvres et malades. Et donc, il y a la morale et la justice sur Terre ne coïncident pas, si vous voulez. Bon. Et donc, il faut, et c'est l'idée de la religion civile de Rousseau d'ailleurs, il faut réconcilier la morale et la justice en promettant que l'au-delà réalisera le bonheur des justes et la punition des méchants. Et c'est aussi un facteur d'ordre sociopolitique, évidemment. Voilà. Napoléon disait, je ne crois pas... pour moi, la religion n'est pas tant le mystère de la transsubstantiation que le mystère de l'ordre social. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux sens du mot ordre. Il y a le sens de l'ordonnancement du social, c'est-à-dire que toute société doit être ordonnancée, doit avoir un ordre. Une société n'est pas une simple juxtaposition d'individus. Et puis, il y a l'ordre établi. C'est-à-dire, justement, dans cet ordonnancement, il se fait au profit de la domination de certains sur d'autres. Bon. Et donc, on va toujours, si vous voulez, les pouvoirs, évidemment, veulent toujours passer de l'ordonnancement de la société à la caution de l'ordre établi et à la naturalisation, disons, de cet ordre établi, comme s'il allait de soi, comme s'il était évident, comme s'il ne pouvait pas être mis en question sans sacrilège. Bon. Et donc, c'est ce que tentent de faire des régimes du 19e siècle. La Restauration, évidemment. La monarchie de Juillet, assez vite. Pas au tout début, mais assez vite. Et le Second Empire, et notamment dans la période de ce qu'on appelle l'Empire autoritaire. Bon. Et au début de la Troisième République, des tentatives de restauration monarchique, oui. Si bien que l'Église catholique continue, comme elle l'était au début de la Révolution, continue à apparaître comme un allié de l'ordre établi, comme un allié du conservatisme. Et les républicains se trouvent devant un dilemme. D'un côté, ils sont obligés de combattre l'Église catholique pour assurer la République, puisque l'Église catholique s'est compromise avec la monarchie, avec le Second Empire, etc., avec l'ordre moral. Mais d'un autre côté, et donc ils sont, si vous voulez, symboliquement, ils sont les fils de la Révolution,
les fils, je dis parce que l'ordre est masculin à ce moment-là, hein. Et donc le 14 juillet devient la fête nationale, la Marseillaise devient l'hymne national, le Panthéon redevient un temple républicain, etc. Mais en même temps, justement, comme la Révolution n'a pas réussi à créer une république stable, comme les révolutionnaires se sont entre-déchirés, comme il y a eu la guerre civile, il faut convaincre la population française que la République ne signifie pas la guerre civile, ne signifie pas ce déchirement révolutionnaire. Bon. Donc, vous voyez, il y a une grande ambivalence où à la fois on va essayer d'imposer une symbolique républicaine sacralisée, et le Panthéon comme lieu, comme temple républicain, en est vraiment le symbole, et on met au Panthéon Voltaire, Rousseau, les grands hommes, etc. À ce moment-là, justement, que des hommes. Bien sûr. Et d'un autre côté, il y a quand même un mouvement démocratique, disons, qui va contre cette sacralisation, où on crée la liberté de réunion, parce qu'avant, il fallait les autoriser, où on crée la liberté de la presse, et on vit toujours sur la loi de 1881, fondamentalement, qui a créé cette liberté de la presse, où on crée la liberté syndicale, où on crée la liberté des mutuelles, etc., etc., et où on rétablit le divorce qui avait été établi par la Révolution, supprimé par la Restauration, et qui est rétabli, c'est-à-dire on sépare la loi civile des normes morales religieuses, et notamment catholiques. Bon. Et donc, il y a ce double mouvement de sacralité républicaine et de démocratisation désacralisante, si je puis dire, qui augmente les libertés, et en augmentant les libertés, on réduit le pouvoir de l'État. Et alors, le premier lieu stratégique, c'est l'école. Cette histoire de la laïcité, en fait, elle commence avec l'histoire de l'école laïque, gratuite et obligatoire, selon une formule consacrée qui est d'ailleurs fausse à certains égards. Voilà, qui est fausse parce que, justement... si l'école laïque avait été obligatoire, ça aurait voulu dire que l'État imposait un monopole sur l'enseignement, qu'il n'y avait plus d'école privée, par définition. L'école laïque est obligatoire, donc il n'y a plus d'école confessionnelle. Ça aurait été contraire à la liberté de conscience, à certains égards. Donc, en fait, c'est un slogan, mais c'est un slogan qui est un déni. Parce que ce n'est pas ce qui est réalisé. Ce qui est réalisé, c'est que la liberté de l'enseignement. Alors, à l'époque... il n'y a pas d'argent public au niveau des écoles privées, mais les écoles privées, elles continuent à exister, alors avec des problèmes, c'est-à-dire que justement, il y a des laïcs qui veulent réaliser le monopole sur l'enseignement. Et alors, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que si on analyse leur discours, ils parlent de la virilité du vrai. C'est-à-dire que le vrai, la vérité est genrée et elle est masculine. Ouais. Il parle de la virilité du vrai contre, disent-ils, le sentimentalisme religieux efféminé. Ouais. Autrement dit, la religion, c'est du côté des femmes et donc du côté de ce qui... Et donc, à l'époque, du côté de ce qui serait non rationnel. Les femmes, il y a un savant républicain qui dit qu'elles croient au miracle et elles adorent les sucreries. D'accord. Bon, des choses qui maintenant font rire, mais qui sont très au sérieux à l'époque et qui montrent bien à quel point... cette sacralisation, si vous voulez, crée un univers genré. Alors, genré, mais aussi, évidemment, racialiste, en croyant qu'il y a des civilisations supérieures et des civilisations inférieures. Bon. Et c'est très important de le rappeler, parce que quand on voit, par exemple, les réactions de certains aux résultats des dernières municipales, on s'aperçoit que ce racisme, il continue d'exister. Et qu'il y a déjà toujours des gens qui, en leur fort intérieur, ils n'osent pas trop le dire, sauf à certains moments, parce qu'ils savent que c'est un délit, mais qui sont persuadés qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Bon. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un racialisme républicain, malheureusement. Ouais. La République n'a pas été indemne parce que la République était empire au niveau colonial. Ouais. Et que... donc, elle ne fonctionnait pas selon les mêmes règles comme empire que comme république. Et comme empire, elle légitimait, disons, sa domination impériale par des idées racialistes. Alors, le racialisme, ça veut dire qu'on n'est pas dans un racisme figé ad aeternam,
Hein. On est dans l'idée qu'actuellement, il y a des civilisations supérieures et des civilisations inférieures, mais qu'on va civiliser, disons, les civilisations inférieures par l'éducation, par etc., etc. Alors évidemment, c'est la double erreur. D'une part, c'est nier l'aspect civilisationnel de ces civilisations dites inférieures, ouais. Et d'autre part, on ne fait pas ce qu'on prétend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... Le réseau scolaire en Afrique subsaharienne, par exemple, est un réseau scolaire fait par les missions et pas du tout par la République. Ça. En réalité, on s'en est remis aux églises voilà, pour cela. C'est-à-dire que finalement, on estimait que justement pour les gens qui étaient dans des civilisations dites inférieures, la religion c'était bon pour eux, quoi. Ils pouvaient encore croire en des superstitions entre guillemets, c'était pas grave. Mais évidemment, et pareil pour les femmes, elles ne votaient pas et elles ne devaient pas voter, et donc elles pouvaient, alors il y a l'expression de l'époque, aimer les curés et les bellâtres. Ah oui. On s'amuse des fois quand on fait de l'histoire, mais en même temps, on rit un peu jaune parce qu'on sait que ces préjugés, ils ont créé beaucoup de souffrances et qu'ils ne sont pas complètement morts aujourd'hui, loin de là. La loi, finalement, qui a fini par être adoptée, à l'instigation d'Aristide Briand en particulier, elle a triomphé sur d'autres alternatives. Il y avait des différents choix possibles. On peut peut-être revenir sur ces points-là ? Oui, alors, si vous voulez, là encore, la Révolution française pèse symboliquement. Donc, il y a les conceptions de la séparation vont être reliées à la représentation de la Révolution. Bon. Il y a une première conception, celle des socialistes révolutionnaires, qui veulent recommencer 1793 et l'entreprise de déchristianisation qui a eu lieu en 1793. Bon, ça, c'est tout minoritaire, mais ça pèse malgré tout. Bon. Il y a une conception beaucoup plus répandue qui est celle en gros des radicaux et qui sont personnalisés par Émile Combes, qui est président du Conseil jusqu'au début de 1905, qui, elle, veut rétablir quelque chose qui s'apparente à ce que la constitution civile du clergé de 1790. Alors, en gros, disons, c'était un contrôle étroit, une fonctionnalisation, si vous voulez, de l'Église catholique, et son obligation à adopter les idées de 1789. Quoi. L'État oblige l'Église catholique à fonctionner comme une sorte d'administration religieuse. Un enrôlement de l'Église, finalement, un enrôlement de l'Église. Ouais. Alors, si vous voulez, avant, elle était au service d'un État monarchique. Maintenant, elle va être au service d'un État républicain. C'est faire une Église nationale qui se soumet aux valeurs de la République et qui est donc étroitement contrôlée par le pouvoir politique pour être dans cette soumission aux valeurs de la République. Bon. C'est pas cette logique qui va triompher. C'est pas celle qui l'a emporté, mais c'est le projet d'Émile Combes que Clémenceau, d'ailleurs, compare justement à la constitution civile du clergé. Bon. Et puis, alors, la conception qui va triompher, celle d'Aristide Briand, celle de Ferdinand Buisson, qui est un radical socialiste, qui a été l'adjoint de Jules Ferry pour la laïcisation de l'école publique, celle de Jean Jaurès, c'est une conception qui, au départ, s'inspire de la séparation de 1795, parce que après l'échec de ses précédentes politiques religieuses, la Révolution a tenté une première séparation qui a eu lieu en 1783, mais qui n'a pas réussi parce que, malgré tout, elle gardait certains aspects antérieurs. Bon. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens qui défendent cette troisième conception vont être obligés d'évoluer. Et ils évoluent en prenant des modèles extérieurs à la France. Et ça, c'est très important parce que maintenant, c'est complètement nié dans cette pseudo-laïcité exception française. Ils prennent deux modèles. En gros, le modèle états-unien, puisque aux États-Unis, les églises sont séparées de l'État depuis 1791, et le modèle mexicain, où la séparation date de 1854.
1859, pardon, et qui les intéresse parce que le Mexique est une nation catholique. Et certains leur disaient, oui, dans un pays protestant, on peut séparer les églises et l'État, c'est pas très compliqué. Mais dans un pays catholique, c'est pas possible. Eh bien, si, le Mexique montre que on peut réussir la séparation dans un pays catholique. Bon. Donc, le modèle va s'affranchir, disons, de cette symbolique révolutionnaire pour devenir beaucoup plus pragmatique, avec quand même, moi je dirais, une sacralité démocratique qui est la liberté de conscience. Et oui, c'est elle qui est sacralisée finalement. C'est ça qui est sacralisé. Et la meilleure preuve, c'est que l'article 2, qui lui dit que les églises ne vont plus être officielles, qu'elles vont plus être financées par argent public, etc., dit sauf dans les lieux fermés, dans l'armée, dans les prisons, à l'hôpital, etc., par respect justement de la liberté de conscience qui oblige là à avoir des aumôniers pour justement respecter cette liberté de conscience. Là, l'État est obligé d'être actif finalement en matière de religion au nom des principes de neutralité. Et si vous voulez, pour relier à l'aujourd'hui, moi, une proposition que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est de dire que en 1905, OK, on a créé des aumôniers, et c'était normal parce que tout le monde avait des liens plus ou moins lâches, plus ou moins étroits avec les églises. À peu près tous les Français étaient soit catholiques pour la immense majorité, soit protestants, soit juifs. Bon. Maintenant, la moitié des Français est sans religion. Et donc, il serait tout à fait normal, logique, que des gens qui sont en prison, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui sont à l'armée, etc., et qui veulent réfléchir au sens de la vie dans ces situations un peu compliquées, soit où on a raté sa vie puisqu'on est en prison, soit où on est à la fin de sa vie parce qu'on est à l'hôpital, soit on risque d'avoir l'obligation de tuer puisqu'on est à l'armée. Bon, donc c'est des questions où le sens de la vie devient très existentiel. Bon, il serait normal d'avoir des conseillers humanistes payés par l'État, au même type que les aumôniers. Et c'est quand même un paradoxe, justement, de la laïcité française, à un moment où les textes internationaux parlent tous de religion et conviction, de se focaliser sur la religion. Il y a dans une certaine conception intégraliste de la laïcité à la fois une fascination et une répulsion pour la religion. Et qu'on le voit d'ailleurs par rapport aux jeunes filles qui ont porté un foulard, il y avait à la fois une fascination, toutes les caméras de télévision étaient sur elles, et puis une répulsion où on faisait de ce vêtement quelque chose d'englobant, etc., alors qu'il y avait de multiples sens qu'il pouvait avoir. Bon. Donc, il faut émanciper la laïcité française, si vous voulez, de cette fascination-répulsion pour la religion, pour faire en sorte que la laïcité française retrouve son idéal d'égale liberté de conscience, quelles que soient les convictions de chacune et de chacun. Merci beaucoup, Jean Bobéro. On pourrait parler très longuement de cette histoire, faire des allers-retours sur cette période entre cette période cruciale donc, et aujourd'hui. J'invite les spectateurs de la Grande Hache à se plonger d'abord peut-être dans ce livre de synthèse, mais aussi dans l'ensemble de votre œuvre abondante, dont on retrouve beaucoup de citations, évidemment, dans le livre. On peut se repérer dans ce travail que vous avez mené sur des décennies à partir de la bibliographie qui est à la fin de ce livre. Merci beaucoup de m'avoir invité et longue vie à la Grande Hache. Merci beaucoup, Jean Bobéro. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Souvenez-vous que le média est indépendant. Il ne s'agit ni d'un organe gouvernemental, ni d'un organe patronal. Nous dépendons intégralement de vos dons et de vos abonnements. Rendez-vous sur le site du média, lemediatv.fr. À bientôt sur le média.